Bonjour à toutes et tous, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants. Chère Diane, Diane Roman, merci. En mon nom et en celui du Centre d'études européennes, de l'équipe de droit international et comparé, de Loïc Robert aussi, qui va dire quelques mots aussi après, maître de conférence en droit public, co-directeur du Centre d'études européennes, et puis Étienne Durand, qui est à ma gauche, maître de conférence en droit public également, et qui a eu l'initiative de cette riche idée de vous inviter, de vous solliciter pour venir ici. Donc, je tenais à vous remercier pour l'immense plaisir et l'immense honneur que vous nous faites en venant ici nous présenter l'ouvrage qui est ici sur notre table, sur la chaire, ouvrage qui s'appelle La cause des droits et qui a reçu le prix du livre juridique 2022. Alors, je vais dire quelques mots de présentation et puis quelques mots aussi de l'ouvrage avant de vous laisser présenter le texte. Et puis ensuite, on engagera une petite discussion. Alors, quelques mots de présentation. Tout d'abord, Diane Roman, vous êtes professeure de droit public à l'école de droit de la Sorbonne. Vous êtes également co-directrice de l'axe genre et normativité à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Et vos travaux de recherche portent sur les droits fondamentaux. Nous avons quelques problèmes techniques, décidément, aujourd'hui. Pas de souci. Donc, vos travaux de recherche portent sur les droits fondamentaux, sur les questions sanitaires, sociales, sur l'égalité femmes-hommes. Et puis, vous êtes, pour les étudiants qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes la porteuse avec vos collègues Stéphanie Hennette-Vaucher et Marc Pichard du programme Régine, ce programme qui s'intitule « La recherche et études sur le genre et les inégalités dans les normes en Europe ». Programme qui est le premier à avoir introduit dans le paysage de la science juridique française les questions de féministes, les théories féministes et puis les gender studies. Vous avez publié donc dans la lignée de ces réflexions plusieurs ouvrages collectifs et ouvrages collectifs qui ont permis de dévoiler tous les présupposés de genre qui sont sous-jacents dans notre ordre juridique et qui influencent les normativités. Vous prolongez aujourd'hui votre réflexion avec cet ouvrage sur les questions des droits sociaux et environnementaux qui poursuivent cette réflexion que vous avez commencé à aborder dans le programme Régine, je pense, et qui vise à appréhender le droit comme un contexte et peut-être comme un prétexte à regarder, à envisager les rapports de force politiques qui imprègnent le droit. Ici, dans cet ouvrage, donc, vous nous montrez, je ne vais pas trop dévoiler, puisque vous allez le faire juste après, mais vous montrez comment et pourquoi les droits sociaux et environnementaux ont été caractérisés comme des droits de deuxième et troisième génération, et de ce fait, ont été privés d'une certaine effectivité, en tout cas non pas la même que les droits dits de première génération. Et vous montrez aussi comment et au nom de quoi on pourrait remédier à cette situation. Mais il me semble que plus largement, votre ouvrage aborde des questions essentielles pour tout juriste, pas seulement pour ceux qui s'intéressent à la question des droits sociaux et environnementaux, puisque vous y abordez des questions telles que la pertinence du droit comme moyen de réguler la société, le rôle du juge, bien évidemment, la question des nouvelles normativités, la question des nouveaux objets du droit, et puis également en filigrane la question de la porosité du droit aux questions politiques. Et ça, je pense que c'est une des grandes ligne de votre pensée. Il m'a semblé aussi que, encore plus largement, cet ouvrage est susceptible d'intéresser au-delà du cercle des juristes, parce que vous y abordez des questions fondamentales, comme par exemple des questions qui sont sur les liens entre l'écologie et la lutte des classes. Il y a des liens avec, bien entendu, la pensée de Bruno Latour, peut-être on en dira quelques mots. Des liens aussi que moi j'ai trouvés avec la pensée de cette psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury, qui travaille beaucoup sur l'éthique du care et qui pose des questions fondamentales. L'être humain est-il irremplaçable, par exemple? Question que vous abordez à travers cette question des droits humains et de la manière dont on devrait ou pas les réserver à l'individu, en tout cas à la personne humaine. Autre question également, qui est comment protéger le vivant aussi, qu'on retrouve dans le dernier ouvrage de Fleury sur ce qui ne doit pas être volé. Comme ça, elle s'intéresse à la question des communs, notamment. Autrement dit, cet ouvrage révèle une personnalité de chercheuse, je le crois, sinon militante, du moins engagée et impliquée dans la société, et qui a à cœur, je trouve, de poser ces objets d'étude et de les envisager de manière incarnée. Et moi, j'ai trouvé que cet ouvrage, il avait cette force
de donner à éprouver, à rendre sensible, parce que vous mettez en scène et vous mettez en récit des expériences humaines sensibles qui conduisent à nous intéresser à la question des droits sociaux et environnementaux. Et je trouve que ce parti pris dans l'écriture, c'est quelque chose qui se fait très rare dans le paysage académique français, peut-être d'ailleurs au-delà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une manière d'articuler le droit aux causes, dans les deux sens. On reviendra peut-être sur ce double sens de cause. Hein. Cause, c'est-à-dire ce qui détermine l'action, et puis aussi ce sont les valeurs qui nous poussent à agir. Et donc, je pense que cette manière d'écrire, pour ceux qui ont lu l'ouvrage, vous avez vu qu'avant chaque petit développement, enfin chaque développement juridique, il y a une mise en narration d'une histoire qui permet de dresser un fil conducteur au fil du livre. Mais votre ouvrage permet aussi de donner des clés pour comprendre les enjeux, comprendre les évolutions juridiques, celles qui sont actuelles, mais celles qui sont possibles et celles qui sont désirables aussi. Bien entendu, les étudiants en droit vont faire des liens avec le récent arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2022, association Anticorps, par lequel le Conseil d'État reconnaît le droit pour les personnes morales à bénéficier d'un droit à la protection de la vie privée. Résonance aussi avec des discussions récentes dans l'Union européenne sur, par exemple, l'interdiction des produits issus du travail forcé, éventuellement en lien avec, en tout cas, en lien avec le chapitre 2 de votre ouvrage sur les nouvelles obligations au titre du respect des droits humains. Je pense aussi que les discussions sur l'intelligence artificielle, sur la manière dont on pourrait concilier l'intelligence artificielle et éventuellement le droit des générations futures à vivre dans un monde digital sûr, et puis aussi tous les questionnements sur est-ce que ces intelligences artificielles doivent elles aussi être titulaires de droit. Donc c'est la question que vous soulevez avec ces nouveaux titulaires de droit. Et puis résonance aussi avec l'arrêt de la Cour suprême américaine du 24 juin dernier, qui met un terme à la protection constitutionnelle du droit à l'avortement aux États-Unis et qui invite à s'intéresser au rôle du juge qui parfois abandonne son rôle et à la nécessité de passer à l'action politique. Et c'est la dernière partie de votre ouvrage qui aborde ces questions essentielles. Et donc, je ne vais pas en dire plus, Diane Roman, je vous remercie encore d'être ici et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Gaëlle pour ces mots extrêmemement amicaux, beaucoup trop. Vous allez être très déçus si jamais vous lisez le livre. Il est loin d'être aussi intelligent et complet que ce que elle a dit. Et bon, donc, merci infiniment pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici avec vous, même enfermée, puisque paraît-il on est enfermé. Donc, on va passer une nuit très sympathique à discuter jusqu'au petit matin et à notre libération. Donc, il était envisagé que je dise quelques mots de présentation du livre et que je vous explique un petit peu le chemin qui m'avait conduit à le rédiger. Pour la petite histoire, cette rédaction, elle s'est faite en grande partie en période de confinement et dans le cadre d'un enseignement que j'ai à Paris 1 avec des étudiants de master dans un cours qui s'intitule Droits sociaux et environnementaux. Et mes pauvres étudiants, je voyais bien que l'année passait, qu'ils étaient épuisés par ces Zooms et ces cours à distance. Enfin, vous êtes passés par là. Et j'ai essayé de réfléchir à d'autres méthodes pédagogiques, à d'autres façons d'enseigner en tenant compte de la difficulté qu'il y a à être voilà, chacun chez soi, sans échange direct. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'écriture de ce livre avec comme projet de livrer tous les 15 jours aux étudiants un chapitre pas encore fini, mais en tout cas un texte qu'ils pouvaient lire chez eux. Et ensuite, dans le cadre de séances de Zoom, on discutait véritablement. Et donc, ça constitue un aiguillon puissant pour écrire. Et surtout, ça a permis une véritable réflexion avec des étudiants au parcours différent, mais qui présentent quand même comme très commun que vous avez peut-être également une anxiété face à l'avenir, des interrogations et un besoin de trouver du sens à la fois dans les études faites et dans ce qui pourrait être fait après les études ou en dehors des études. Donc c'est dans ce contexte tout à fait particulier d'un point de vue personnel et d'un point de vue institutionnel que j'ai écrit le premier jet de ce livre et qu'ensuite j'ai pu finaliser sous la forme de cet ouvrage.
Et cet ouvrage, en fait, depuis qu'il est paru, depuis janvier dernier, eh bien, l'actualité ne cesse de montrer qu'il devient obsolète. Donc, il faudrait peut-être même une deuxième édition bientôt, parce que effectivement, chaque jour ou presque, l'actualité nous montre que les questions que j'avais à cœur de traiter sont des questions importantes. Et juste deux exemples d'actualité, vraiment d'actualité imminente que vous connaissez. Vous avez peut-être entendu parler de cette communication présentée au Comité des droits de l'homme donc des Nations Unies dans le cadre du mécanisme d'examen du pacte sur les droits civils et politiques de 1966. Et il y a quelques jours, le 22 septembre, le Comité des droits de l'homme a considéré que l'Australie avait méconnu ses obligations à l'égard de la population de la péninsule de Torres, qui se trouve être une péninsule australienne, mais à proximité de la Nouvelle-Papouasie, et qui est directement affectée par la montée des eaux, par le dérèglement climatique. Les terres, les îles s'effritent littéralement. Les cadavres des ancêtres qui étaient enterrés remontent à la surface et les habitants se retrouvent donc à devoir non plus aller pêcher des coquillages, mais ramasser les os de leurs ancêtres. Et donc, ils ont saisi le Comité des droits de l'homme qui a considéré que l'Australie avait méconnu ses obligations et que l'Australie devait s'engager dans une politique beaucoup plus volontariste en matière de lutte contre le réchauffement climatique et en matière de protection des habitants de la péninsule de Torres. Et puis, autre exemple d'actualité, devait avoir lieu il y a quelques jours la première audience dans un procès devant le tribunal judiciaire intenté par un certain nombre d'ONG contre Total. Vous savez que le groupe Total Énergie développe des projets d'extraction pétrolière partout dans le monde, et il a notamment un méga projet en Ouganda. Et ce méga projet a des conséquences à la fois écologiques et humaines extrêmement sévères pour les habitants des terrains qui sont menacés par cette activité extractive, pour la faune, pour la flore. Donc un coût social et environnemental très élevé. Et un certain nombre d'ONG ont décidé d'intenter une action en justice contre Total pour mettre Total devant ses obligations issues de la loi de mars 2017 en matière de devoir de vigilance. D'après les ONG, Total ne respecte pas ses obligations sociales et environnementales telles que prescrites par la loi de 2017. Donc pour le moment, l'affaire va être audiencée. L'audience a été repoussée au 7 décembre, mais on a là un premier exemple de procès d'ampleur intenté sur le fondement de cette loi de 2017 qui avait justement pour objet de protéger les droits humains en matière sociale et environnementale. Donc on a un certain nombre de contentieux, vous le voyez, importants, qui montrent que ces questions de justice sociale et de justice écologique sont importantes et font l'objet de nombreuses actions en justice, et en tout cas font l'objet, sollicitent le droit, sollicitent les règles juridiques. Et c'est dans ce contexte que, ça je ne parle pas pour gagner un peu de temps, c'est dans ce contexte que j'ai voulu m'intéresser à la cause des droits. Et Gaëlle proposait de revenir sur ce titre qui peut sembler un peu elliptique, mais en réalité qui se comprend lorsqu'on recherche la définition première du mot cause. Le mot cause a deux significations. Dans une première signification, une cause, c'est un idéal, ce sont des valeurs que l'on défend, des valeurs pour lesquelles on agit, pour lesquelles on s'engage et on se manifeste, en tout cas, ou on manifeste selon les cas. Et ici, évidemment, cause des droits et à entendre au sens d'ensemble de valeurs, parmi lesquelles les droits humains, d'ensemble de valeurs pour lesquelles on fait appel au juge, on fait appel à la justice, on fait appel au droit afin d'assurer leur protection. Évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir si c'est efficace, si c'est effectif de faire appel aux règles juridiques pour protéger les droits sociaux et environnementaux. Et très trivialement,
c'est vraiment la question de notre puissance et de notre impuissance à nous, juristes. Est-ce que vraiment le droit est une sorte de super-héros, comme ce que vous voyez à l'écran, les juristes sont des super-héros qui peuvent, comme des héros de Marvel, eh bien, sauver la planète, éradiquer la pauvreté, mettre un terme au dérèglement climatique, arrêter la pollution massive des océans et de l'air, etc. Donc il y a la question de la capacité du droit à répondre à ces enjeux que sont les causes sociales et écologiques. Et puis cause a un autre sens qui est peut-être moins évident, mais qui est extrêmement important. Une cause, c'est aussi à entendre au sens de causalité. C'est aussi à entendre au sens d'origine. La cause de quelque chose, c'est l'origine qui déclenche quelque chose. Et une des interrogations auxquelles ce livre essaye de répondre, c'est celle de savoir si invoquer comme cela en justice les droits sociaux, la protection des peuples autochtones, le droit à vivre dans un environnement sain, l'interdiction du travail forcé. Donc si toutes ces invocations du droit et des droits, cela a des effets, et cela a des effets sur l'ordre juridique. Qu'est-ce que ça fait à notre cadre juridique? Qu'est-ce que cela fait à notre système juridique, issu, bon an, mal an, de la pensée des Lumières, issu, bon an, mal an, de la Révolution française? Est-ce que l'ordre juridique en sort intact? Est-ce qu'il change? Et si oui, dans quelle perspective? En fait, c'est deux grandes questions que ce livre s'efforce de poser. D'ailleurs, de poser plus que d'apporter de réponses. En fait, il y a beaucoup de questions dans le livre. Il y a beaucoup de questions. J'essaye de voir que les réponses, elles sont plurielles et elles sont complexes. En tout cas, que c'est jamais noir et blanc ou blanc, et que il y a chaque option possible pour apporter une réponse à ces questions majeures. Eh bien, elle suscite un certain nombre de problèmes, elle a un certain nombre d'effets. Et donc, ce qui me paraît important, c'est de mesurer la complexité, par-delà les discours simplistes, mesurer la complexité des enjeux qui se posent à nous. Alors, cette idée de super-héros, ça a vraiment été le cœur de ma réflexion, au tel point que j'ai dit à Dalloz, il faut mettre des super-héros en couverture. Et donc, vous avez là les pires couvertures, ou les couvertures auxquelles vous avez échappé, dirait Charlie Hebdo. Alors, la première était un peu trop masculiniste quand même, donc elle a été écartée tout de suite. La seconde, j'aimais bien l'univers Batman, et puis Dalloz m'a ramené à la raison et a fait ce choix d'une couverture qui peut sembler assez classique, hein. Vous voyez qu'en couverture, il y a la déesse Lady Justice, Thémis, qui a les attributs traditionnels de la justice, la balance pour peser les arguments des parties, le sabre pour trancher, et puis le bandeau pour rendre une justice impartiale et donc le fait à l'aveugle. Mais cette Thémis, elle a quelque chose en plus, c'est la cape des super-héros. Donc on retrouve mon obsession sur la puissance du droit ou son éventuelle impuissance. Est-ce que Thémis peut répondre à tous ces enjeux? Donc c'est la question que je décline et juste pour vous donner un panorama des questions abordées, je vous présente la grande structure du livre, et puis ensuite, il ne s'agit pas d'apporter ici, d'entrer dans le détail, mais je vous propose qu'on discute après, que vous posiez des questions sur telle ou telle situation. Mais finalement, il y a 4 grandes thématiques que j'ai essayé de présenter dans le livre. La première de ces 4 thématiques, c'est celle de savoir qu'est-ce que ce sont désormais les droits humains. Quel est le panorama des droits humains disponibles? Alors, disponibles en France, mais pas seulement. Cet ouvrage est un peu hybride dans sa méthodologie. Mais à mon âge, on peut se le permettre. Je ne suis pas sûre que si certains d'entre vous sont en thèse, ce soit recommandé. C'est ni du droit interne, ni du droit international, ni du droit comparé. C'est un peu de tout. Et pour essayer de qualifier ce syncrétisme, j'ai dit que je faisais une lecture ouverte du droit français, ouverte évidemment au droit international et européen, mais aussi ouverte à l'influence des solutions étrangères qui peuvent marquer les juges, parce que les juges s'observent. Hein, il y a
une circulation des idées, des concepts, des décisions. Et le droit est finalement un réseau, comme le disent François Host et Michel Van de Kerkhove. Donc, qu'est-ce que cette circulation des normes fait au catalogue des droits humains? Eh bien, très certainement, on assiste à une véritable recomposition et la reconnaissance désormais des droits sociaux. Ça, c'était finalement un acquis au moins de la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis désormais des droits environnementaux, ça contribue à reconfigurer le panorama des droits humains et ça conduit également à remettre en question un certain nombre de classifications que nous, juristes, on aime bien faire. Par exemple, cette idée qu'il y aurait d'un côté des droits créances et de l'autre côté des droits libertés, que les droits civils et politiques seraient des droits libertés, les droits sociaux et environnementaux des droits créances. On voit que c'est plus tout à fait ce que certains juges nous disent, certains le disent, mais d'autres, comme par exemple la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ont dépassé cette opposition binaire. Donc voilà, première question, quels sont les droits mobilisables, quels sont les droits reconnus et à quelle reconfiguration de ces droits assiste-t-on? Deuxième question également qui émerge, c'est celle des titulaires de ces droits. Qui est le titulaire des droits de l'homme? Alors, dit comme ça peut paraître évident. Bah, le titulaire des droits de l'homme, c'est l'homme. Sauf que, Gaël Marty vous en a parlé, le Conseil d'État, le 7 octobre dernier, dans l'arrêt Anticor, a rappelé, il l'avait déjà dit il y a quelques années, mais il a rappelé que les entreprises peuvent aussi être titulaires de droits, les personnes morales peuvent être titulaires de droits dits de l'homme. Donc on voit que la catégorie des titulaires de droits de l'homme, elle est loin de se limiter à l'être humain et elle englobe déjà les personnes morales. Est-ce qu'elle doit également englober d'autres titulaires? La deuxième image que vous avez à l'écran, c'est un joli fleuve corse, le fleuve Tavignano. Vous avez peut-être suivi que l'Assemblée de Corse a adopté une résolution faisant du fleuve le titulaire d'un certain nombre de droits, reconnaissant au fleuve un certain nombre de prérogatives. Donc, évidemment, la valeur normative de cette proclamation est tout à fait fragile, mais elle témoigne d'une évolution en faveur de la reconnaissance de nouveaux titulaires de droit. Nouveaux titulaires de droit, la nature, en tant que telle, les animaux en particulier, dont on voit qu'ils sont déjà, par certains ordres juridiques, reconnus comme titulaires de droit. Est-ce que, pour le moment, le droit français, à l'exception donc de cette proclamation, pour le moment, le droit français s'y refuse, mais en tout cas, pour le moment, le droit métropolitain s'y refuse, puisque en Nouvelle-Calédonie, le Code de l'environnement d'une des provinces consacre des droits à la nature. La nature a des droits, d'après le Code de l'environnement, un des codes de l'environnement de Nouvelle-Calédonie. En France métropolitaine, ce n'est pas encore le cas. Ça suscite beaucoup de débats, beaucoup de discussions, y compris de la part, par exemple, d'environnementalistes qui sont soucieux de protection de l'environnement et qui hésitent. Est-ce que c'est véritablement la meilleure façon de protéger la nature, de protéger l'environnement, que de la personnifier et de reconnaître des droits à des entités non humaines? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux des règles objectives qui s'imposent aux êtres humains et qui protègent effectivement l'environnement? C'est une série de débats qui se posent, tout comme se pose la question de savoir s'il ne faut pas aller au-delà de l'humain actuel. Les droits de l'homme sont les droits des êtres humains vivants, mais les êtres humains à venir, les générations futures, l'humanité dans son ensemble, est-ce qu'elles doivent être titulaires de droits, ces générations futures ou cette humanité actuelle? Et si oui, on voit tout de suite que ça pose un certain nombre de questions théoriques qui sont absolument essentielles. Parmi ces questions théoriques essentielles,
Eh bien, c'est la question de savoir s'il faut renoncer à ce qui était une des caractéristiques de notre ordre juridique, à savoir l'individualisme. Notre ordre juridique, depuis la Révolution française, est fondé sur l'idée que c'est l'individu, l'être humain individuel, l'individu qui a des droits et qu'il définit souverainement l'étendue de ses droits n'étant limités que par les droits reconnus à autrui. Vous savez, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Reconnaître des droits aux animaux, reconnaître des droits à l'environnement, reconnaître des droits à une nature personnifiée, est-ce que cela ne conduit pas à passer dans un autre système, une autre conception des droits, ou une approche plus écocentrée, moins fondée sur l'individu, mais plus sur l'environnement, aboutirait finalement à réduire les droits des individus? Si vous accentuez, si vous reconnaissez des droits de la nature opposables à l'être humain, eh bien, vous limitez les droits de l'être humain. Alors, certains le souhaitent et disent que notre système n'est pas tenable, notre système est à bout de souffle, ce système libéral fondé sur la jouissance de droits individuels mène l'humanité à sa perte, et il faut le contrebalancer, voire le remplacer par une nouvelle approche. Avec jusqu'où, avec quelles conséquences, sont vraiment des questions extrêmement importantes qui se posent à nous. Est-ce que nous devons abandonner l'anthropomorphisme pour passer à un écocentrisme, et avec quel résultat, là encore, ce sont des questions brûlantes. Donc, des interrogations sur les titulaires des droits humains, et puis évidemment, par réciprocité, des interrogations sur les nouveaux débiteurs d'une obligation de protéger les droits humains. Qui est responsable d'une obligation de protéger les droits? Jusqu'ici, classiquement, on avait une réponse évidente, c'est l'État. C'est l'État qui est responsable en cas de violation des droits humains, et notamment le droit international est fondé sur cette idée le droit international moderne est fondé sur cette idée. Ce que l'on voit, c'est que cette idée d'une responsabilité de l'État et de l'État seul, elle est désormais largement obsolète, puisque de plus en plus de revendications, de plus en plus de constructions juridiques aboutissent à reconnaître, par exemple, la possibilité d'engager la responsabilité des entreprises, la responsabilité des personnes morales. Et l'exemple de Total Energy et de son méga projet en Ouganda montre bien là que c'est la responsabilité de l'entreprise que l'on va chercher pour une atteinte à l'environnement et aux droits des individus. Donc, est-ce que la responsabilité des personnes, des entreprises, personnes morales doit être étendue? On a des projets de conventions internationales en ce sens, qui patinent un petit peu depuis le Covid, mais qui pourraient reprendre. Est-ce que cela résoudrait le problème? Est-ce que cela pose d'autres problèmes? Ce sont toute une série de questions vraiment extrêmement intéressantes à étudier. Et puis, il y a encore d'autres débiteurs auxquels on peut penser. Une nouvelle crise financière s'annonce, c'est-à-dire qu'il va y avoir à nouveau des politiques d'austérité, il va y avoir certainement une répétition de ce qu'on a vécu en 2008. Or, à la suite de la crise financière de 2008, une question s'est posée plutôt dans les milieux militants, c'est la question de savoir si l'on pouvait engager la responsabilité du FMI en raison des politiques d'austérité auxquelles il a conditionné un certain nombre de prêts. Et puis, l'Assemblée majoritairement européaniste. Donc, vous avez très certainement également étudié la situation de la Grèce, la conditionnalité des aides accordées à la Grèce par la Troïka, et vous avez très certainement vu que les politiques d'austérité mises en place en Grèce à la suite donc de ces injonctions qui étaient faites à l'État ont paradoxalement abouti à des condamnations par des comités européens. Le Comité européen des droits sociaux a dit que la politique d'austérité imposée par l'Europe était contraire aux droits européens. Vous voyez qu'il y a une raccourci, je fais des raccourcis, mais il y a un certain nombre de questions qui se sont posées à cette occasion.
Et est-ce que l'on pourrait envisager de mettre en cause la responsabilité de la Banque mondiale, par exemple, pour le financement de grands projets qui auraient un impact social ou un impact environnemental défavorable? Là encore, tout est à écrire, tout est à envisager. Et puis, ce que l'on voit également, c'est le développement du droit pénal. Le droit pénal comme arme destinée à protéger les droits humains. Et la meilleure illustration qu'on a, ce sont tous les débats sur l'écocide. Faut-il incriminer l'écocide? Qu'entend-on déjà par écocide? Qu'est-ce que l'écocide? Si l'on incrimine l'écocide, comment? Dans les droits internes ou éventuellement en droit international? Peut-on imaginer que la Cour pénale internationale soit compétente dans certains cas pour juger de crimes d'écocide? Elle l'est en temps de guerre, des atteintes massives à l'environnement commis en temps de guerre. Pourrait-elle l'être également, enfin, pourrait-elle être compétente également en temps de paix? Ce sont là encore des questions d'actualité et il y a crainte que la guerre en Ukraine ne aboutisse à donner des illustrations tragiques de la nécessité de construire un nouveau droit pénal et un nouveau droit pénal international. Et puis, dernier point qui est vraiment extrêmement important pour nous juristes, c'est de s'interroger sur les garanties. Quelles sont les garanties offertes et offertes notamment par le juge? Puisqu'on a des droits, puisqu'on a des débiteurs, puisqu'on a des titulaires, normalement intervient ici le juge qui va trancher les différends, protéger les droits, imposer des obligations. Est-ce que le recours à la justice est efficace? Est-ce que cela permet de protéger effectivement les droits sociaux et environnementaux? Dans le livre, je prends un certain nombre d'exemples, alors tirés par exemple du droit du travail avec l'affaire du collectif MacDroit, dont vous avez peut-être entendu parler, collectif, ça vous dit quelque chose, le collectif MacDroit? Non? Le collectif MacDroit, ce sont des jeunes gens de votre âge, en fait, des étudiants qui travaillent chez McDonald's pour payer leurs études et qui ont été confrontés à toute une série de pratiques managériales extrêmement agressives, extrêmement violentes qui peuvent avoir cours dans certaines enseignes de McDonald's et notamment des faits de discrimination, discrimination fondée sur le sexe, discrimination fondée sur le genre, discrimination fondée sur l'apparence physique, sur l'origine ethnique, etc. Donc des faits de discrimination sont documentés, des faits de harcèlement. Et toute la difficulté qui se présente, c'est d'arriver à saisir le juge et d'arriver à qualifier ces faits devant le juge et notamment le juge prud'homal. Le collectif MacDroit s'est constitué pour accompagner les victimes de ces mauvaises pratiques managériales et ça marche pas. Ça marche pas parce que saisir la justice, c'est compliqué, parce que saisir la justice, ça fait peur. Quand on est étudiant, on se dit, bon, ben, c'est pas grave, je m'en vais, plutôt que de porter plainte et de m'engager dans un procès qui peut durer des années. Et donc, on voit les limites du droit, ici du droit social, pour assurer une protection des salariés dans le cadre de leur relation de travail. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples en matière environnementale aussi qui montrent que saisir le juge, oui, and so what, pourrait-on dire en bon français. Vous avez peut-être vu, là, il y a quelques jours, le Conseil d'État vient à nouveau de prononcer une condamnation à 20 millions d'euros de l'État en raison de l'inaction de l'État face à la pollution de l'air, la pollution atmosphérique. Donc, à nouveau, 20 millions que l'État est obligé de verser aux ONG, à des organismes de protection publics de protection de l'environnement. Ce n'est pas la première fois. Depuis 2017, le Conseil d'État enchaîne les condamnations. Voilà. Le gouvernement ne bouge pas et la pollution aérienne est toujours maximale. Donc, le recours au droit, dont nous, juristes, on a tendance à penser que c'est la meilleure façon de protéger les droits humains. Le recours au juge, c'est une garantie. On vous apprend ça en cours et vous devez en être certainement convaincu si vous faites du droit.
Ce recours au droit, il est de plus en plus contesté, voire abandonné. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des nouvelles formes d'action militante qui contournent le droit ou qui jouent avec le droit, par exemple en se mettant délibérément hors la loi, pour attirer l'attention de la société, attirer l'attention de la société civile, mais aussi des pouvoirs publics sur la gravité de la situation. Donc, ce sont des désobéissants civils, ce sont des militants d'Extinction Rébellion, ce sont, par exemple, ces militants, c'était Greenpeace et Extinction Rébellion, qui ont fait effraction sur l'aéroport, sur le tarmac de l'aéroport du Bourget pour protester contre les jets privés et leur impact, enfin leur utilisation avec les conséquences que cela a sur la production de CO2. Donc, toutes ces formes de jeu, enfin, ce que je qualifie de jeu avec le droit, car les militants se mettent délibérément hors la loi pour attirer l'attention sur la nécessité de changer de cadre juridique. Donc, il y a une sorte de jeu du chat et de la souris avec le droit. Donc, ce jeu avec le droit, il montre que le recours au juge n'est pas satisfaisant, sinon nul besoin d'aller encourir des condamnations, d'aller décrocher des portraits du président de la République ou d'aller jeter de la soupe sur un tableau vitrifié, je précise, le tableau des tournesols de Van Gogh. Et de là peut naître aussi une certaine désillusion, voire un certain désarroi. Et ça me frappe quand je parle beaucoup avec des étudiants de votre âge, un certain désarroi où on abandonne l'idée que le droit puisse être une arme, on renonce à l'idée que le droit puisse être, que la justice puisse être une super-héroïne, et on passe à d'autres formes d'action et des actions qui peuvent délibérément laisser le droit de côté. Et moi, j'avais été vraiment marquée par cet ouvrage d'Andreas Malm. Alors, Andreas Malm, c'est un universitaire par ailleurs, c'est un universitaire nordique, je crois qu'il est danois, et qui a écrit ce petit livre qui s'intitule « Comment saboter un pipeline ». Alors, ça ne donne pas mais la méthode en tant que telle, mais c'est plutôt pourquoi saboter un pipeline, où finalement le constat de Malm, c'est de dire que la non-violence, le fait de faire des actions symboliques, d'aller juste décrocher un tableau du président de la République, ça ne marche pas. Ça ne suffit pas pour sauver la planète, pour sauver le climat. Et Malm dit il faut passer à des actions qui soient des actions violentes. Alors, des actions violentes ciblées, il n'appelle pas à commettre des crimes de masse, il n'appelle pas à s'en prendre aux personnes, mais il dit vous lisez le livre et vous avez presque envie, effectivement, d'aller crever les pneus des 4x4 SUV qui sont dans votre rue. Vous ne le faites pas quand même parce que vous êtes juriste. Mais il y a une vraie interrogation, en tout cas, il y a une prise de position qui, nous, juristes, doit nous interpeller sur la capacité que nous avons à concevoir un système juridique qui réponde à cette angoisse et qui réponde à cette urgence à la fois sociale et environnementale. Donc voilà toutes les questions que j'essaye de poser dans le livre. Évidemment, je n'y réponds pas, mais on peut essayer de le faire ensemble. Merci beaucoup, Diane, de cette présentation. Peut-être je laisse la parole à Loïc, Robert ou Étienne, déjà à la salle. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Ok, parfait. Donc, le micro est à vous. Vous avez la possibilité de poser des questions. Si jamais vous n'arrivez pas forcément à lancer la première, dans ce cas, on sera là pour prendre le relais. Mais on va attendre que le silence devienne gênant. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses qui peuvent l'être. J'assume la responsabilité de la stupidité. Bonjour, Laurence Franco terminale, donc je suis enseignante dans cette faculté et je suis complètement nouvelle sur le champ des DLF puisque je l'enseigne depuis cette année et je trouve ça passionnant, mais j'avais donc des questions par rapport à votre intervention, notamment sur cette désobéissance, voilà, qui serait l'arme nouvelle ou pas finalement, parce qu'il me semble que ce débat entre la réaction
pacifique et légale et l'action illégale, il me semble assez ancien. Et peut-être qu'on n'en sort pas justement de ce débat-là. Il me semble qu'il y avait déjà dans les années 70 certains mouvements, même chez les mouvements féministes, hein, cette rupture entre ceux qui prenaient une action revendicatrice légale et dans le cadre de l'existant. Et donc, si on n'arrive pas à sortir de ces débats-là, quelles seraient les pistes pour trouver autre chose? Est-ce qu'il y aurait pas une autre voie encore possible? Là, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le mouvement écologiste jusqu'ici était vraiment profondément viscéralement attaché à l'idée de non-violence. C'est une des... Alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de personnes se sont moquées des écologistes pendant longtemps en disant ils sont des hippies, des beatniks et avec des petites fleurs. Mais la non-violence était vraiment le moteur de l'action écologiste. La question que pose notamment Andreas Malm, il n'est pas le seul, c'est de savoir si la non-violence peut fonctionner. Alors, on a tout un récit narratif qui dit oui, la non-violence, cela fonctionne, ça a amené des choses merveilleuses. Regardez Gandhi, non-violence, indépendance de l'Inde. Regardez le mouvement féministe, non-violence, désormais égalité femmes-hommes. Regardez Mandela emprisonné pendant des années, non violent, ça a permis la fin de l'apartheid. Regardez Martin Luther King, non-violence, on est mort, mais non-violence, ça a permis la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Sauf que, en fait, ça c'est une jolie histoire, mais c'est pas la vérité. Effectivement, Luther King, Mandela, Gandhi étaient non-violents, mais ils étaient non-violents à côté d'autres militants qui, eux, pratiquaient une action violente. C'est-à-dire qu'à côté de Martin Luther King, vous aviez les Black Panthers, vous aviez des mouvements noirs qui pratiquaient l'autodéfense et qui assumaient le recours à la violence pour aboutir à la déségrégation. En Afrique du Sud, effectivement, Mandela était non-violent, mais à côté, l'ANC a mené des actions qui étaient qualifiées de terroristes par le pouvoir de Pretoria. Et c'est bien parce qu'il y avait ces activistes à côté que les non-violents ont été considérés comme des correspondants, des interlocuteurs fréquentables, acceptables par le pouvoir. C'est-à-dire que, voilà, si Martin Luther King a fait figure d'interlocuteur privilégié parce qu'il était plus fréquentable et parce que derrière, il y avait les Black Panthers qui faisaient peur. Pour le mouvement et le mouvement écologique, à l'heure actuelle, se pose cette question. Est-ce que la non-violence peut fonctionner? Est-ce qu'il ne faut pas utiliser d'autres outils pour marquer les esprits et pour amener des transformations qui sont indispensables? Alors, ce n'est pas moi qui vais leur dire quoi faire. C'est pas moi qui vais leur dire quoi faire. Mais en revanche, en tant que juriste, ce que je peux voir, c'est que ces actions illégales qui sont pénalement sanctionnées, qui sont susceptibles de poursuites pénales, on voit qu'elles bénéficient quand même d'une marge de tolérance et d'une marge de mansuétude de la part du système répressif, et que, par exemple, la Cour de cassation a considéré que la liberté d'expression pouvait être une sorte de fait justificatif qui pouvait exonérer les militants, en l'occurrence c'était une fémène, qui pouvait l'exonérer de sa responsabilité pénale. En l'occurrence, c'était un délit d'exhibition sexuelle. Donc, la Cour de cassation admet que parfois la désobéissance civile ou l'illégalité soit justifiée au nom de la défense de certaines causes, mais elle le fait avec beaucoup de précautions. Et en revanche, ce qu'elle n'accepte pas, c'est l'invocation de la légitime défense. C'est-à-dire le fait qu'on invoque la gravité de la situation écologique, la gravité du dérèglement climatique, que l'on dit ça pose un problème pour ma vie, ça menace ma vie, donc je suis en légitime défense et l'inaction des pouvoirs publics m'autorise à prendre des mesures qui soient adaptées. La Cour de cassation le refuse.
Une des réflexions à l'heure actuelle chez les organisations militantes, c'est développer ça. Est-ce que nous, on peut l'entendre et comment on pourrait couler ça dans des formes dans les mots du droit, dans les formes juridiques, et jusqu'où effectivement le faire. Bonjour. Alors j'ai une question qui est peut-être un petit peu plus Vous théorique. présentez peut-être? Oui, je suis Romane Poncet, je suis doctorante au Centre d'études européennes et je travaille sur les droits sociaux fondamentaux notamment. Et j'ai beaucoup aimé votre livre. Donc oui, j'ai une question sur, peut-être un peu plus théorique, sur est-ce que vous pensez que du coup, que face à tous ces bouleversements, il faut repenser, vous en parlez en fait dans votre livre, il faut repenser la place de la vulnérabilité et plus particulièrement de la place de la dépendance de l'homme face à son système, dépendance, en fait, une dépendance un peu intrinsèque de l'homme, en commençant par, l'homme est intrinsèquement dépendant dans le sens où il naît, il est dépendant de ses parents, il meurt, il est quelqu'un de dépendant. Et là, c'est pareil, c'est un peu la question de la vulnérabilité, de la dépendance. Est-ce que ce serait ça qu'il faudrait remettre aussi au cœur peut-être des préoccupations, je ne sais pas, juridiques au sens large? Je ne sais pas si ma question est très claire. Elle est d'autant plus claire que c'est un scoop, c'est l'objet de mon prochain livre. Excusez-moi pour le spoil. Je dis mon prochain livre, c'est que je n'ai pas le temps de l'écrire, mais je suis en train de réfléchir au recours à cette notion qui me paraît tout à fait pertinente pour aboutir, pour repenser des dispositifs juridiques. Le mythe de l'homme autonome, voilà, l'être humain rationnel et autonome, sur la base duquel finalement tout notre droit est construit, ce mythe, il est désormais largement écorné. On sait que c'est un mythe, que l'être humain n'est ni autonome ni rationnel, du moins ni complètement autonome ni complètement rationnel, qu'il y a d'autres choses qui caractérisent l'être humain, puisque l'autonomie, c'est sa dépendance, dépendance en petit âge. Le bébé est dépendant des personnes qui vont prendre soin de lui. Dépendance du grand âge, dont on voit également que ça constitue un enjeu politique et social majeur. Mais même adultes, nous sommes tous interdépendants et nous dépendons des autres. Nous ne sommes jamais totalement autonomes. Pour venir ici, vous êtes sûrement venus en transport en commun. Pour venir, vous donnez des cours, vous prenez des cours. Donc, il y a une dépendance collective de chacun d'entre nous. Et puis, la question de la rationalité, c'est aussi une question que je trouve vraiment intéressante. Dans la lignée de la Révolution française, on a défini l'être humain comme étant un pur esprit, un être rationnel. Vous voyez, c'est l'influence de Descartes. Et on a reconnu les droits sur la base de cette rationalité. C'est parce que l'être humain est rationnel qu'il est titulaire de droits, qu'il est citoyen, etc. Sauf qu'on n'est pas que rationnel, on est aussi des êtres d'émotion, on est aussi des êtres de sentiments, voilà, la joie, l'amour, la peur, et dans quelle mesure cette émotivité doit être prise en compte par le droit. Voilà, c'est vraiment, je ne peux pas vous répondre très clairement là-dessus, puisque c'est vraiment une réflexion qui est j'allais dire en construction, mais non, elle est en jachère parce qu'en ce moment, je n'ai pas le temps d'écrire, mais que je crois utile de développer. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour, Julie Grangeon, docteur en droit européen et international au sein de cette université. Je vous remercie pour votre présentation et pour votre livre qui est arrivé pour moi en toute fin de thèse et qui est tombé à pic parce qu'il m'a vraiment inspirée pour mes derniers chapitres. Et je partage la... Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir ce que vous me dites. Ah non, mais c'est vrai, parce que, et j'aimerais bien vous lire de ce fait, parce que ça montre qu'en fait, on écrit souvent un livre tout seul, et là, comme je vous l'ai dit, j'étais d'autant plus toute seule que c'était en période de confinement, mais savoir que ça a pu nourrir votre réflexion, enfin la réflexion au moins d'une personne,
et vous aider, ou peut-être vous donner des idées pour développer votre propre pensée. C'est vraiment le grand bonheur de notre métier. Vraiment, vraiment. Bah, je vous confirme que c'est le cas. Donc. Je partageais donc la plupart de vos analyses, et notamment celle de la limite finalement de l'action juridictionnelle, le fait que peut-être que finalement c'est le signe que le juge n'est peut-être pas le bon interlocuteur. Et est-ce que en dehors des voies donc, que vous avez rappelées, de la désobéissance, etc., il n'y aurait pas d'autres interlocuteurs qui permettraient de rester dans un cadre démocratique, d'état de droit, et peut-être renforcer le rôle du citoyen, puisque s'il ne croit plus devant le juge, enfin à l'action du juge, s'il se met à, enfin, et c'est le cas aussi peut-être de ne plus croire dans le politique, ben peut-être de renforcer les moyens, je sais pas, d'initiatives citoyennes ou d'action devant les autorités administratives régulatrices pour lui permettre d'avoir l'impression peut-être d'avoir un rôle et un rôle utile. Oui, oui, absolument, je partage tout à fait votre analyse. Le recours. Alors, les mouvements de désobéissance civile vont se réclamer de la citoyenneté, hein, mais elles vont se réclamer d'un élan civique et d'une défense des individus. Mais il y a d'autres modalités d'action. Il y a les élections, tout simplement, même si on voit que ça peine à prendre, mais le moment électoral est vraiment un moment démocratique très important. Et puis, entre les périodes électorales, effectivement, il y a tous ces mécanismes de démocratie semi-directe que vous avez évoqués, comme par exemple les référendums d'initiative citoyenne et le recours à des organismes qui sont des organismes administratifs. L'affaire du collectif MacDroit, c'est intéressant parce que voyant que ça ne pouvait pas fonctionner devant les tribunaux, que ça se heurtait à toute une série d'obstacles, des obstacles procéduraux, des obstacles institutionnels, etc., le collectif s'est réorienté vers le défenseur des droits qui a été saisi, et vers également des structures internationales de soutien aux salariés, donc syndicats européens, entre autres. Donc voilà, on voit bien qu'il y a aussi d'autres interlocuteurs que le juge et d'autres organismes dont la capacité décisionnelle est importante. Elle n'est pas équivalente à celle du juge, mais elle est importante. Qu'il faut appuyer sur la petite seconde. Alors moi, je suis pas doctorante ni professeure, je suis étudiante en master 1 de droit européen des droits de l'homme. Pas encore. Pas encore. Je voulais parler, enfin, ça rejoint un peu ce que les gens disaient jusqu'à maintenant par rapport à la désobéissance civile. Finalement, la désobéissance civile, on parlait du droit, mais les personnes qui vont faire des désobéissances civiles, ça sera plutôt contre l'État, que ce soit en France ou ailleurs, c'est dirigé plus contre les entités étatiques plutôt que contre les juges, parce qu'on parlait de la place du juge aussi. Et moi, je me pose la question de savoir comment changer en fait à cette échelle finalement, puisque l'État a un rôle très important pour le progrès social et la société, et l'écologie, etc. Et je me demandais comment est-ce qu'on pourrait diminuer ce décalage aussi qu'il y a entre justement toutes ces prises de conscience citoyennes et à l'échelle de l'État. Enfin, moi, je trouve qu'il y a encore un décalage qui est immense. Et je me pose vraiment la question de savoir comment on pourrait diminuer. Je ne sais pas si je suis très claire, mais Comment diminuer le décalage entre les prises de conscience citoyennes et l'État en lui-même, la politique même de manière générale. Si je dois donner des exemples concrets, c'est comme par rapport à l'écologie où on, on va nous donner des prérogatives en tant que citoyens pour diminuer le chauffage, des choses comme ça, mais on se rend compte par la presse ou des choses comme ça qu'il y a un décalage immense entre nous la majorité du temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, je vois bien, mais c'est moi qui ne vois pas ce que je peux vous répondre. Si, je vois bien. Je vois bien effectivement ce sentiment un peu de désarroi que vous exprimez.
sentiment de désarroi qui consiste à dire, voilà, il y a des textes, il y a des dispositifs, mais ça ne répond pas à nos préoccupations et ça ne constitue pas des leviers d'action, c'est ça. Donc, quel levier d'action trouver ouais. Alors, c'est très difficile de répondre à ça parce que je ne suis pas votre voix, je ne peux pas vous donner des conseils. C'est à vous de trouver votre propre voie et de trouver quelles sont les modalités d'action. En revanche, il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'il faut garder un esprit imaginatif. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'imaginer des solutions. Et donc, je pense qu'un certain nombre de ces phénomènes d'anxiété qu'on évoque viennent de ce que les personnes ont l'impression qu'elles sont impuissantes. Or, moi, je suis persuadée que dans l'intelligence, dans nos intelligences, notre intelligence collective, il y a matière à trouver des solutions, y compris des solutions en tant que juriste. Quand vous avez, par exemple, des ONG comme la FIDH, la Fédération internationale des droits humains, ou Anticor, dont on parlait tout à l'heure, qui intentent des contentieux contre, alors pas seulement contre l'État, hein, vous disiez c'est contre l'État que c'est dirigé, mais non, ça peut être contre la Fondation Louis Vuitton pour voir où va l'argent des déductions d'impôts, donc pour voir quels sont ses comptes, ou alors contre Total, lorsque Total a des projets qui auraient des impacts sociaux et environnementaux extrêmement importants. Là, on voit bien qu'il y a une force imaginative. Les juristes des ONG vont réfléchir à toutes les procédures possibles, à tous les moyens soulevables, à tous les arguments invocables. Et donc, ça crée, vous voyez, une émulation. Donc, je suis persuadée que ce sentiment que vous évoquez, il pourrait être ce sentiment en fait de désarroi ou d'impuissance, il pourrait être moins fort et moins paralysant si vous faisiez confiance à votre capacité d'imaginer des choses, imaginer des solutions. Après, quelles solutions, c'est à vous de les trouver. Ce n'est pas à moi de vous dire quelle est la bonne solution. Bonjour, merci tout d'abord pour votre intervention. Moi, j'avais une question concernant les entreprises et les libertés fondamentales, les droits fondamentaux. Et du coup, la question se porte notamment sur la conciliation des droits fondamentaux accordés à l'entreprise et celles accordées aux individus. Dans votre bouquin, vous mentionnez notamment l'arrêt Hobby Lobby de la Cour suprême des États-Unis. Du coup, autrement dit, a-t-on bien fait d'accorder aux entreprises des droits fondamentaux? Voilà. Oui, on peut se poser la question. On peut se poser la question et on peut se poser la question de savoir est-ce que on a bien fait d'accorder aux entreprises les mêmes droits ou presque qu'aux êtres humains? Parce que bon, reconnaître par exemple le droit de propriété ou la liberté d'entreprendre à une organisation dont l'objet même, l'objet lucratif, hein, le but d'une entreprise est en premier lieu de gagner de l'argent, de faire un profit. Donc, leur reconnaître la liberté d'entreprendre et le droit de propriété, ça paraît logique. On aurait pu faire autrement. En tout cas, le choix a été de reconnaître aux personnes morales des droits dits de l'homme. Reconnaître à une entreprise un droit au respect de sa sensibilité religieuse, comme dans Hobby Lobby. Hobby Lobby, c'est un arrêt de la Cour suprême américaine qui reconnaît aux entreprises, alors pas à toutes les entreprises, à des petites entreprises, et en l'occurrence Hobby Lobby, c'est une entreprise unifamiliale, une entreprise qui appartient à une famille. Donc, mais la Cour suprême reconnaît aux petites entreprises le droit au respect de leurs opinions religieuses. Donc l'entreprise peut avoir une confession et de ce fait, elle peut imposer ses convictions religieuses à ses clients et à ses salariés. Alors les clients, c'est pas grave, s'ils ne sont pas contents, ils s'en vont. Mais les salariés, ça pose un problème aux États-Unis où vous vous rappelez qu'il n'y a pas d'assurance maladie collective socialisée, que les assurances sont des assurances santé privées payées en partie par l'employeur. Et donc Hobby Lobby, une entreprise appartenant à une famille très, très religieuse, avait décidé que le plan d'assurance santé pour les salariés
ne couvrirait pas la contraception et évidemment pas l'avortement. Et la Cour suprême a validé ce choix. On s'attend à un prochain arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui consacre le droit des entreprises à discriminer sur la base de leurs convictions religieuses, c'est-à-dire que là, dans les tuyaux, il y a une affaire qui est annoncée comme permettant de renverser la jurisprudence californienne antérieure et permettant à une entreprise, au nom de convictions religieuses, de discriminer, par exemple, sur la base de l'orientation sexuelle. Donc, voilà, l'exemple américain, comme souvent, nous montre très clairement que reconnaître des droits dits de l'homme à des personnes morales peut avoir des conséquences pour les titulaires, les premiers titulaires des droits de l'homme, à savoir les êtres humains. Et il me semble qu'une des façons de sortir de cela, c'est on ne pourra jamais faire marche arrière. C'est-à-dire qu'on est dans un système désormais où tout est droits fondamentaux, les droits fondamentaux sont partout, où saisir la Cour européenne des droits de l'homme, c'est devenu quelque chose d'absolument banal. Donc on ne pourra pas revenir en arrière et supprimer priver les entreprises de la jouissance de droits humains. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est de repenser l'articulation entre les droits des êtres humains et les droits des entreprises, et notamment poser que la priorité doit être reconnue aux droits des individus, aux droits des personnes humaines. Et c'est finalement voilà, le bon vieux slogan altermondialiste qui dit nos vies valent mieux que leurs profits. C'est à peu près cette idée qui devrait, à mon sens, être traduite en droit, à savoir l'idée qu'il devrait y avoir une meilleure articulation des droits des entreprises au regard des droits des êtres humains, avec une priorité donnée aux droits des êtres humains. Ça marche, oui. Bonjour. Donc, je suis étudiante en M1, donc mes questions ne vont pas forcément être très développées, mais c'était pour rebondir du coup sur ce que vous venez de raconter, du coup, camarade. Là, vous étiez en train de parler d'un arrêt qui est probablement dans les tuyaux aux États-Unis, pour revenir dessus, mais ça revient aussi à la question du désarroi qu'on pouvait avoir aussi. Si on n'arrête pas d'avancer dans ce sens-là, où on reconnaît de plus en plus de droits, notamment aux entreprises, et des droits fondamentaux, donc aux dépens des droits fondamentaux, notamment des individus, est-ce qu'à un moment est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'on va quand même à un moment donné dans le sens de la limitation, comme ce que vous étiez en train de dire aussi, pour toujours mettre en avant les droits individuels, des individus, pardon. J'ai l'impression que au tout petit niveau que j'ai, et dans tous les arrêts que je peux voir et dans tout ce qu'on peut entendre, on ne va absolument pas dans cette direction. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous avez vraiment la conviction que même avec l'imagination, etc., on va réussir à arriver à ce point où on va être entendu, et où ce que je pense être la majorité des gens qui veulent retourner vers les droits sociaux, les droits écologiques, etc., est-ce qu'un jour ils vont être entendus, même au sens du droit également? Je ne sais pas si c'est très clair comme question ou si c'est un petit peu défaitiste, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il n'y a pas... Je comprends votre inquiétude devant l'extension de droits aux personnes morales, et cela étant, les personnes morales, ce n'est pas que des personnes morales à but lucratif, vous avez aussi des ONG, et donc qui leur se voient ainsi reconnaître également la capacité, la jouissance de droits. Mais bon, elles ne l'invoquent que marginalement. Mais il y a aussi, alors je vois bien cette tendance, et je partage votre inquiétude, il y a aussi des phénomènes inverses et qui tendent à accentuer, à mettre l'accent sur la responsabilité des entreprises. La loi du 25 mars 2017, par exemple, la loi française sur le devoir de vigilance, elle impose des obligations aux entreprises, et elle insiste sur la responsabilité civile des entreprises qui ne s'acquitteraient pas de leurs obligations au titre du devoir de vigilance. En 2019, le Code civil également a été modifié
pour reconnaître que l'objet de l'entreprise est certes de faire du profit, mais également doit avoir un objet social et écologique. Donc vous voyez, il y a d'autres tendances que celles qui vous inquiètent qui sont à l'œuvre. Par ailleurs, ce n'est pas spécifique à la France. Ce que l'on voit, c'est qu'à l'échelle européenne, peut-être vous en avez-vous parlé en cours, mais il y a ce projet de directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises. Il y a même un projet de convention internationale sur les obligations des entreprises au titre du respect des droits humains. Donc, il y a, voilà, pour nourrir un peu votre optimisme, il y a aussi des évolutions qui mettent l'accent sur la nécessité de réguler l'activité économique et de protéger les droits des individus. Si possible, j'ai une autre question aussi. Vous parliez des droits fondamentaux du coup de la nature, enfin plus généralement. Et est-ce que vous pensez que ça pourra suivre le même schéma qu'il y a pu avoir du coup justement pour les droits fondamentaux des entreprises, enfin des personnes morales? Vous pensez qu'on pourra avoir le même schéma qui va être mis en place pour donner, c'est pas vraiment le mot, mais donner des droits fondamentaux à la nature également? Vous pensez que c'est quelque chose qui sera possible dans la mesure où on est déjà en train de se poser la question de est-ce que c'était vraiment pertinent d'en donner déjà aux personnes morales? Est-ce que vous pensez qu'on pourra copier ce modèle-là? Comme je vous disais, c'est une question qui est débattue et qui est débattue y compris chez vraiment les partisans de l'élaboration d'un droit environnemental dur, contraignant et effectif. Est-ce que reconnaître des droits est la meilleure solution? Est-ce que personnifier la nature dans son ensemble ou des éléments de la nature, un fleuve, une montagne, une forêt ou les animaux, etc., c'est pertinent. Ça pose des questions techniques qui ne se posent pas pour les droits des personnes morales. Par exemple, qui va parler au nom d'un fleuve? Si vous reconnaissez des droits à un fleuve, qui va parler au nom de ce fleuve? Pour l'entreprise, si vous reconnaissez des droits à une entreprise, elle a des organes de direction qui vont pouvoir agir en son nom. Il y a une assemblée des actionnaires, etc., donc qui peuvent agir au nom de l'entreprise. Pour un fleuve, il faut instituer des gardiens qui vont agir au nom du fleuve. Donc il y a des questions techniques. Mais ça, les questions techniques, finalement, nous, les juristes, on sait y répondre. On est très bons pour la technique, pour mettre en place des systèmes sophistiqués. La question, en revanche, qui se pose et pour laquelle on est peut-être un peu moins bon, c'est celle de savoir, faut-il effectivement étendre encore la catégorie des droits à des entités autres que humaines, hein, les intelligences artificielles, même les extraterrestres. Vous savez que la NASA a sérieusement travaillé il y a quelques années sur que se passera-t-il même en le mettant au futur, que se passera-t-il le jour où nous entrerons en relation avec des extraterrestres? Faudra-t-il reconnaître des droits aux extraterrestres? Et ils ont commandé des rapports à des juristes pour essayer de refaire en fait la controverse de Valladolid sur les droits des extraterrestres. Donc, faut-il étendre encore la catégorie des titulaires de droits ou faut-il considérer que l'être humain a quelque chose de spécial, quelque chose de différent et qu'il devrait avoir le monopole des droits? Moi, je suis très intéressée, je n'ai pas beaucoup travaillé le sujet et ça fait partie des thématiques que j'aimerais approfondir par la réflexion sur les biens communs. Je l'aborde un peu à la fin du livre. J'ai des collègues que j'admire beaucoup et notamment je pense à Judith Rochefeld qui travaille sur les questions environnementales et qui considère que reconnaître des droits, ce n'est pas la solution et qu'il faut au contraire sortir du modèle individualiste des droits de l'homme et avoir recours à des notions qui soient des notions objectives, comme la notion de bien commun. Et elle considère qu'il faudrait que, par exemple, l'air soit un bien commun, que l'eau soit un bien commun, etc. Donc, voilà, il y a d'autres pistes encore qui sont à imaginer. Bonjour, merci. Alors, moi, c'est Dalia Pala, je suis enseignante en droit public à l'Université catholique de Lyon. Ce n'était pas une question en tant que telle, c'était une remarque pour rebondir sur ce que venait de dire l'étudiante. Il me semble qu'en 2017, la Nouvelle-Zélande a reconnu la personnalité juridique et donc des droits à un fleuve
donc des droits et intérêts à un fleuve dont je ne me souviens plus du nom, qui pourront être défendus devant la justice. Et le fleuve serait effectivement représenté par deux personnes, une personne membre d'une tribu autochtone et une autre personne membre du gouvernement. Voilà, c'était juste une petite remarque sur est-ce qu'on va continuer d'aller plus loin et d'attribuer des droits à des éléments de la nature ou à la nature dans son ensemble. Bonjour, donc moi aussi je suis étudiante en M1 de droit européen. Je m'appelle Siane Rivière et j'avais une question sur la liaison entre les droits environnementaux et les droits sociaux. Donc on espère, je pense tous, à un progrès mutuel de ces deux droits, mais est-ce qu'il y a un moment où ces deux droits vont entrer en concurrence, notamment si un raccourcissement du temps, une urgence fait que l'un va primer sur l'autre? Et si c'est le cas, à votre avis, quel serait celui qui va primer et pour quelle raison? Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est effectivement très, très pertinent. Il y a quelquefois certains discours qui mettent en avant l'impossibilité de respecter les deux et la contrariété entre les deux catégories de droits. Par exemple, on va dire, certains au Brésil vont dire que pour protéger les agriculteurs, pour permettre aux agriculteurs de produire du soja, il faut déforester. Donc, il faut diminuer la forêt amazonienne de façon à étendre les terres cultivables et de façon à permettre une meilleure production agricole qui permettra de nourrir la population. Donc, vous avez à la fois les droits des agriculteurs et les droits de la population, le droit à l'alimentation, qui sont mis en exergue pour justifier des atteintes environnementales. Donc, il y a des discours comme ça qui opposent les droits sociaux aux droits environnementaux. Et ce que l'on voit quand même la plupart du temps, c'est que les atteintes à l'un constituent des atteintes à l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a violation des droits environnementaux, ça entraîne des atteintes aux droits sociaux. Et lorsqu'il y a des atteintes aux droits sociaux, par exemple exploitation au travail, ça généralement s'accompagne d'atteintes environnementales. Donc la réalité montre qu'il n'y a pas tellement d'opposition entre les deux. Et d'ailleurs, si je reviens à l'exemple du Brésil, la déforestation amazonienne au Brésil, elle n'est pas faite au profit de petits agriculteurs amérindiens pour nourrir la population locale. Elle est faite au bénéfice de l'agrobusiness pour effectivement cultiver du soja qui va être vendu afin de nourrir des bestiaux ailleurs et notamment en Europe. Donc, vous voyez, l'exemple de la forêt amazonienne est facilement contredit. Excusez-moi, je reprends peut-être la parole pour une ultime question par rapport à ces nouveaux titulaires de droit. On a toujours pensé la personnalité juridique comme un tout, c'est-à-dire créancier de droit et sujet d'obligation. Est-ce que ça pourrait être une piste, selon vous, tenable que d'envisager une personnalité juridique qui ne permettrait que d'être sujet d'obligation? Et je pense notamment, vous évoquiez les intelligences artificielles et les robots. Il me semble que les recommandations qui avaient été faites au niveau européen d'envisager de leur conférer une personnalité juridique, elles visaient d'abord à trouver et à identifier des débiteurs d'obligations si jamais il y avait des dommages causés par ces intelligences artificielles. Qui serait responsable? Celui qui l'a construit, qui la programme, etc. Donc l'objectif était aussi surtout d'identifier ces débiteurs-là. Donc est-ce que ça vous semble tenable d'envisager de déconstruire notre vision de la personnalité juridique pour créer des personnalités juridiques uniquement centré sur le fait d'être débiteur d'obligations afin de garantir les personnes qui seraient en interaction avec ces robots, ces intelligences artificielles, par exemple? Est-ce que c'est tenable? C'est tout à fait faisable. Hein. C'est d'ailleurs ce qui a existé pendant fort longtemps. Pensez à la situation des femmes. La situation des femmes les femmes avaient une capacité juridique diminuée. Donc, on peut imaginer des situations où
où les mêmes droits ne soient pas reconnus à toutes les personnalités juridiques. Donc, ça fait partie de ce qui me semble pertinent pour envisager la question des droits des entreprises. Pour la question des droits de la nature, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut reconnaître des droits de la nature. Je n'arrive pas à avoir une opinion claire, d'où toutes les questions que je pose dans le livre, parce que je ne suis pas convaincue. Enfin, je pense qu'il faut garder cette idée de spécificité de l'être humain, mais comme je vous disais, un être humain qui ne soit pas pensé comme étant uniquement autonome et rationnel. Un autre être humain. Mais c'est vraiment une question, je trouve, complexe. Merci. Parce que chaque réponse amène en cascade des hypothèses complexes qu'il faut à chaque fois dénouer. Alors, moi, je voulais peut-être rebondir sur cette question de la conflictualité, parce qu'en plus, c'est un sujet qui va nous occuper pendant 2 jours, jeudi et vendredi, pour le colloque qu'on organise ici. Et parce que à la lecture du livre, qui est passionnant, et je trouve le thème des droits fondamentaux a quand même ceci d'extraordinaire que ça permet de beaucoup voyager, aussi bien géographiquement qu'à travers les différentes branches juridiques, et c'est plutôt stimulant. Alors, je ne sais pas s'il ne faut pas le faire dans le cadre d'une thèse, mais en tout cas, je pense que vous avez dû prendre énormément de plaisir à l'écrire et à vous mouvoir dans différents systèmes juridiques, c'est extrêmement stimulant. Mais sur cette question de la conflictualité, il me semble que droits sociaux et environnementaux vont peut-être pas toujours de pair, sans aller jusqu'à l'exemple de l'Amazonie. Pour reprendre des exemples récents, il me semble que dans la revendication sociale des Gilets jaunes, par exemple, à l'origine, on avait une taxe carbone. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les syndicalistes grévistes à Total s'émeuvent du montant astronomique des profits générés par Total. Ils s'émeuvent de la non-redistribution de ces profits aux salariés. Et du coup, ça me fait poser la question de savoir si on admet qu'il peut y avoir quand même une conflictualité entre droits environnementaux et droits sociaux, mais aussi entre droits environnementaux et droits civils et politiques, d'ailleurs, pour reprendre une vieille catégorie. Est-ce que cette conciliation, elle peut se faire dans un cadre démocratique? Et vous citez par exemple la question de la Cour constitutionnelle allemande qui dit bien, à l'avenir, on va pouvoir justifier de très graves atteintes aux droits fondamentaux au nom de la lutte contre le changement climatique. Question, est-ce qu'une société peut accepter de très graves atteintes à ses droits fondamentaux, qu'ils soient civils et politiques ou sociaux, dans un cadre démocratique, ou est-ce qu'il faut se résoudre à l'idée d'une avant-garde éclairée qui imposera les mesures nécessaires pour pouvoir sauvegarder les générations futures qui pourraient d'ailleurs devenir de nouveaux titulaires du droit? Elle n'est pas sympa cette question. Non, elle n'est pas sympa. Non, mais elle est centrale parce que il faut qu'on se la pose. Ce qu'on voit bien arriver effectivement, c'est que le modèle actuel n'est pas tenable et que des évolutions importantes vont avoir lieu. Comment faire en sorte que ces évolutions importantes ne soient pas des régressions? Déjà, ce qui me paraît important, c'est dans la forme, c'est que les choix qui sont, les choix de transformation sociale qui vont être les nôtres soient élaborés collectivement et ne soient pas imposés dans un contexte d'urgence, à l'instar de l'état d'urgence antiterroriste ou de l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une délibération démocratique sur notre vie à nous, mais aussi à nos enfants, nos petits-enfants, dans les décennies qui viennent. Donc, dans la forme, il est très important qu'il y ait des choix collectifs qui soient faits au terme d'une délibération. Et sur le fond, quels sont ces choix qui peuvent être faits? Il va y avoir nécessairement des changements. Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. On le voit là déjà, les gens ne peuvent plus bouger, plus se déplacer. Il n'y a plus d'essence. Donc effectivement, c'est fini. Ça va être fini d'aller faire des city trips dans toutes les capitales d'Europe pour un week-end en avion. C'est plus tenable.
pas tenable de prendre l'avion aussi fréquemment que le fait une partie de la population actuellement, parce que hein, c'est quand même une infime minorité de la population qui prend l'avion. Cela étant, est-ce que ça constitue une atteinte aux droits des personnes que de rendre l'avion aussi luxueux que le caviar? Je ne sais pas. Et en revanche, ce qui me semble constituer une atteinte aux droits humains, c'est le fait que, en raison de la pollution atmosphérique, les personnes asthmatiques sont invitées à rester chez elles ou à ne pas pratiquer d'activité sportive. Tout le monde a les apps de son téléphone avec la météo, l'indice de pollution atmosphérique, vous avez vu? À Paris, peut-être Lyon a plus de chance, mais à Paris, c'est au moins un jour sur deux qu'on nous dit pollution élevée, si vous êtes asthmatique, restez chez vous et ne faites pas de sport en extérieur. Là est l'atteinte au droit. Donc, sur le fond et sur la forme, effectivement, il va y avoir des modifications, il va y avoir des changements. Il faut que ceci fasse l'objet d'un débat démocratique et fasse l'objet d'une acceptation sociale, effectivement. L'exemple des gilets jaunes est effectivement aussi complexe. Et alors moi, je rajoute une question pas sympa du coup. C'était mieux quand c'était la salle. Ouais, mais justement, on garde Étienne pour la fin, c'est le joker. Mais si vous pointez l'importance de la délibération démocratique, et dans ce cas, le rôle du juge, est-ce que ça ne rend pas plus difficile la production du commun si on accorde une importance au fait que ce soit le juge qui soit amené à trancher des droits parce qu'on va utiliser stratégiquement les droits pour revendiquer ces droits sociaux, ces droits environnementaux? Ça veut dire qu'on remet aussi le fait de trancher des questions à un individu qui peut être aussi lui-même très situé. À un moment donné, vous le dites dans le livre, et je trouvais ça très juste de dire, en fait, prendre les mots du droit MOTS pour combattre le système libéral dont il est le produit, pour combattre les mots MAUX que le système libéral produit. En fait, on donne au juge les moyens de juger, tout en sachant que le juge fait aussi partie du monde dans lequel on vit. Il utilise sa langue. Ça m'a fait penser au livre de Sandra Lucbert, Personne ne sort les fusils, où elle fait un livre sur les procès de France Télécom. Elle dit le monde qui est jugé, il est jugé par le monde dans lequel on vit. En fait, on utilise tous la même langue, donc c'est difficile de donner au juge cette place d'extériorité dans laquelle il va pouvoir arbitrer de ce fait-là, mais aussi parce que c'est un juge et bien sûr, il y a sa question de sa légitimité. Oui, Bourdieu avait écrit un très bon article sur le droit, son nom m'échappe. Ça va me revenir après. Ou alors, si vous avez un ordinateur, vous pouvez googliser, je les ai. Et il montre bien que, effectivement, le système juridique et les acteurs juridiques fonctionnent dans ce qu'il appelle un champ qui est délimité par un certain nombre de formations, un certain nombre de réflexes, et donc l'activité du juge est conditionnée par les règles de droit qu'il a apprises et qu'il a appris à manier et qu'il doit appliquer. Mais il y a aussi des influences, externes, et ce champ du juridique, il est traversé par des influences politiques, et notamment le juge, lorsqu'il doit trancher un contentieux, il le fait certes en application des règles de droit, mais aussi en fonction d'un contexte social qui va déterminer. Je discutais hier avec un étudiant, on parlait du contrôle du contrôle du juge administratif sur la légalité des mesures de police, donc rien à voir avec le sujet qui nous intéresse ici, mais je leur expliquais que l'appréciation du caractère discriminatoire d'une mesure de police est mal pris en compte par le juge, que le juge hésite à sanctionner, à annuler une mesure de police qui ne serait pas expressément discriminatoire, quand bien même
elle aurait un impact disproportionné pour certaines catégories de la population. Et donc cet étudiant est venu me voir et m'a dit oui, et d'ailleurs en 1962, quand la population algérienne a été soumise à un couvre-feu à Paris, les juges ont validé, ou en tout cas ne se sont pas opposés à ces mesures, pourtant typiquement discriminatoires. Je lui ai dit, ouais, en 62. Mais à l'heure actuelle, en 2022, 60 ans plus tard, il est évident que le juge administratif annulerait un couvre-feu qui ciblerait les personnes en fonction de leur origine ethnique, de leur confession religieuse ou de leur nationalité. Bon, il valide les couvre-feux généralisés de la population, mais pas ce discriminatoire. Donc, pourquoi ce changement espérer, parce que le contexte politique a changé, parce que le droit européen aussi est passé par là. Donc, cette influence extérieure, elle joue, à mon avis, sur la façon dont le juge statue. Le juge statue en droit, certes, mais un droit lu au regard d'un contexte, un droit en contexte, je pense. Continue à imaginer pour nourrir sa réflexion et ses outils. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai que le juge statue généralement sur une affaire, et donc son angle d'analyse est un angle qui va en se rétrécissant, puisque ça porte sur une affaire en particulier, et il annule en fonction des demandes des parties, en fonction, alors que c'est le contraire d'une décision politique qui, elle, a vocation à générer une norme qui s'applique à toute situation identique. Donc la focale est différente. On a le temps encore pour quelques questions. Vous voulez pas... je profite du silence parce que ça commence à devenir gênant. La longueur est suffisamment. Ok, on peut attendre. De toute façon, on est encore enfermé. Alors, pour rebondir sur le dernier échange, effectivement, je pense qu'il y a la question de Loïc, je le rejoins complètement sur la conflictualité de ces droits sociaux et environnementaux. C'est extrêmement compliqué, je pense, de les satisfaire conjointement. Et puis, fondamentalement, je me pose aussi la question d'un conflit de temporalité, c'est-à-dire que quand bien même on a un processus délibératif qui s'accorde à considérer qu'au regard des urgences climatiques, sociales, etc., il est indispensable de fixer des échéances, à des échéances relativement brèves, des objectifs qui sont plutôt ambitieux, que l'on songe à la neutralité carbone annoncée par l'Union européenne, à l'accord de Paris, etc., et que finalement, il y a un événement un peu inattendu qui s'appelle le Covid, il y a un autre événement plus inattendu qui s'appelle la crise ukrainienne, et qui invite à remettre tout ça en question pour une temporalité très brève, de sorte que les États les plus volontaires vont se dire, j'ai dit il y a 2 ans que j'arrêtais d'émettre des gaz à effet de serre, et puis aujourd'hui, vu que la nécessité se présente, je relance des centrales à charbon, avec le soutien de Greenpeace, qui préfère que je fasse ça plutôt que des centrales nucléaires. Je vise le cas de l'Allemagne, si ce n'est pas clair. Et du coup, quand bien même lorsque vous dites, à juste titre d'ailleurs, le juge a une approche très ciblée sur un cas ponctuel, certains juges assument d'avoir une posture peut-être à plus long terme, notamment la Cour constitutionnelle allemande, quand elle va mettre en tension la législation allemande avec la capacité de l'Allemagne, justement, encore elle, à réaliser ses engagements climatiques sur les échéances qui lui incombent. Parfois, le juge va aller dans ce sens d'une temporalité longue, et donc finalement, on a un alignement de planète, le juge est d'accord, le processus politique est d'accord, et puis le contexte géopolitique est bouleversé du jour au lendemain, et finalement, on gère l'urgence. Et quelle peut être la place du droit d'une part, mais surtout quelle peut être la possibilité pour des juristes optimistes de le rester face à ça, de rester optimiste, en sachant pertinemment qu'indépendamment de la hauteur de l'ambition qu'on va annoncer, elle est susceptible d'être vouée à la déréliction dès le lendemain parce qu'on a un événement imprévu qui va nous tomber dessus. C'était la question pas sympa. Non, c'est bien. Effectivement, c'est la difficulté d'être optimiste sans être naïf.
sans se faire d'illusions. Et je ne suis pas sûre que toutes les crises aboutissent à mettre de côté ces priorités, notamment ces priorités écologiques-là. On le voit, je ne suis pas du tout la porte-parole du gouvernement, car vous auriez compris que je le dis, mais on le voit quand même là. J'ai l'impression, dans tout le discours actuel sur la sobriété, etc., que le gouvernement promeut, il y a une conciliation, il y a une volonté de concilier à la fois la réponse au court terme, à savoir on n'a plus de gaz et on ne sait plus chauffer les bâtiments publics, avec la nécessité de changer de façon de vivre, de façon de se déplacer, de travailler pour répondre aux exigences, voilà, pour viser une neutralité climatique, ou en tout cas réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, je n'ai pas l'impression que sur ce point-là, il y ait une opposition. Je pense qu'on peut avoir des convergences spontanées, et comme d'ailleurs, après la crise financière de 2008, il y a eu une baisse massive des émissions de gaz à effet de serre, on s'est dit, bah, c'est pas trop mal. Avec le Covid aussi. Hein, avec le Covid aussi. Confinés, avec le Covid aussi. Bon, sauf que l'impact sur le long terme est absolument infime, si ce n'est quasiment inexistant. Mais je pense qu'en dépit de ces convergences spontanées entre juxtaposition d'alignement de planètes qui arrive à un moment de l'histoire, il y a quand même aussi des choix qui se posent dans l'immédiat, de se dire, pas en France, parce que la France a un profil particulier en matière énergétique, mais sur des États d'Europe de l'Est où on leur dit, vous avez le choix aujourd'hui entre vous en tenir à vos engagements climatiques, ce qui implique de vous passer de vos centrales à charbon, par exemple, ou alors vous relancez vos centrales à charbon, quitte à mettre de côté. Et j'ai l'impression que finalement, ces conflits de temporalité, ils viennent peut-être creuser l'écart entre ce que le droit devrait faire et ce que le droit peut faire. Et de ce point de vue-là, on se sent un peu résigné face à notre objet d'étude. Le droit est quand même contraint par des temporalités très brèves, quand bien même on chercherait à lui donner une vocation à long terme. Oui, je comprends. Je connais mal la situation des pays d'Europe de l'Est. Cela étant, ils sont signataires des accords de Paris, ils sont soumis à la juridiction de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ont, chacune dans son domaine, ont une politique jurisprudentielle climatique. Donc, ces exigences à long terme, elles s'imposent à eux, non? Typiquement, pour prendre le cas de la France qui n'a pas respecté ses engagements pour 2020 sur un certain nombre d'axes en matière environnementale et climatique, il y avait pour autant une obligation de respecter les directives européennes. La France a été le seul État à ne pas les avoir respectées. Il n'y a pas eu de recours en manquement qui a été fait. Il n'y a pas eu de recours en manquement. Alors que le recours serait fondé. Il y a un objectif chiffré, la France ne l'a pas atteint. Elle n'a juste pas respecté sa directive. Donc, du coup, normalement, le recours est fondé, mais il n'y en a pas eu. Et donc, du coup, peut-être un peu tendance à perdre un peu l'optimisme quand on assiste à ça. Qu'est-ce que c'est la phrase célèbre, l'optimisme de la croyance et la sagesse de la volonté? Moi, je ne sais plus quelle est la formule pour concilier les deux. Désolée, c'est encore moi. Du coup, j'avais juste une remarque par rapport à ce que vous disiez par rapport à la conciliation entre les objectifs et les nécessités à court terme d'un point de vue écologique et les objectifs à long terme. Vous faisiez référence notamment à la question de la sobriété, demandée notamment par le gouvernement aux citoyens. Et je ne suis pas sûre que ça soit une manière de régler la nécessité à court terme, dans la mesure où on sait très bien que, bien sûr, nous, c'est important qu'on mette notre chauffage à 18 chez nous, parce qu'on n'a pas besoin d'être à 20 degrés, et voilà. Mais qu'en même temps, il y a des jets privés qui tournent de partout, etc. Et du coup, j'ai un petit peu la sensation, peut-être très naïvement et avec pas beaucoup de connaissances non plus en la question, que le gouvernement se tourne uniquement vers ceux qui n'ont pas beaucoup de poids dans la décision et nous demande, nous, la sobriété, et que par rapport à ça, le droit ne fait pas grand-chose.
parce qu'on trouve ça quand même normal que nous, on soit à 18, mais que les jets privés puissent continuer de tourner partout en France sans problème. Donc, je ne sais pas si le gouvernement répond réellement à cette nécessité de conciliation entre objectifs à long terme et à court terme, mais plutôt met un peu de la poudre aux yeux à tout le monde en disant, regardez, on a fait ça, 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 tout va bien. Je ne sais pas. Oui, mais parce que votre remarque, elle rejoint finalement ce qu'on disait avec Loïc Robert à l'instant, c'est-à-dire élaborer un nouveau cadre dans ce que vous dites. En réalité, c'est la question de l'égalité qui se pose. Et on sait combien les Français sont attachés à cette question d'égalité et combien elle a été déterminante pour lancer des révolutions et pour aboutir à des transformations importantes. Donc cet enjeu de l'égalité, notamment, me paraît devoir intégrer cette réflexion sur les transformations, sur les évolutions de notre cadre juridique, les évolutions de nos modes de vie et la façon dont le droit influence ces modes de vie. Donc, Peut-être une dernière question? finir sur l'égalité en même temps, c'est beau, hein, c'est typiquement français. Alors, moi, je vais profiter, mais ce ne sera pas vraiment une question, ce sera une sorte de question conclusive, peut-être sur une touche un peu plus personnelle. Déjà, merci vraiment d'être venu pour nous présenter cet ouvrage. J'ai lourdement insisté, tant auprès de mes collègues qu'auprès des doctorants et des étudiants, sur le caractère absolument indispensable de votre ouvrage, qui honnêtement m'a vraiment beaucoup plu. Il m'a plu, mais en même temps, il m'a dérangé. Et c'est vrai qu'à la fin de la lecture de cet ouvrage, on a un sentiment étrange. On a un sentiment étrange, on a le sentiment d'avoir lu quelque chose qui nous a parlé, qui nous a touché dans notre quotidien en tant qu'enseignant, puisque finalement, les thèmes que vous abordez trouvent en plus parfaitement droit de cité dans la mention droit européen de l'université, puisqu'en fait, on l'a pas précisé, mais notre mention est divisée en 3 masters, 3 parcours: droit européen des affaires, droit global du changement climatique et droit européen des droits de l'homme. Et donc, finalement, tout le monde s'y retrouve, raison pour laquelle j'insiste à nouveau lourdement devant les étudiants sur il faut acquérir cet ouvrage, qui d'ailleurs est disponible sur Dallos Bibliothèque. Si vous avez besoin d'un commercial, je suis également disponible. Donc, c'est un ouvrage qui m'a vraiment plu, et j'ai eu vraiment la sensation, la première fois et la deuxième fois où je l'ai achevé, puisque je l'ai lu 2 fois, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, que j'ai lu un ouvrage 2 fois. On a vraiment la sensation d'avoir été invité à nous questionner sur notre objet d'étude, à sortir de nos sentiers battus et à voir le droit, non pas comme quelque chose de stable, mais quelque chose de critiquable, quelque chose où on peut se positionner, quelque chose où on peut confronter, comme vous le faites très très bien, des questionnements théoriques très profonds avec une réalité pratique très concrète. Et je trouve que le balancement que vous avez à chaque fois de mettre en évidence des affaires médiatiques, d'en comprendre les soubassements factuels, l'impact individuel que certaines affaires peuvent avoir pour leurs protagonistes, avec des grands enjeux qui interrogent les éléments théoriques du droit. Je trouve ça vraiment très, très passionnant. Et puis à la fin, il y a le deuxième volet du sentiment, de se dire, il y a une sorte, alors vous avez parlé d'anxiété, moi j'ai eu un sentiment qui mêlait anxiété et résignation, en me disant, finalement, j'ai désacralisé le droit dans mon esprit n'a plus sa cape de super-héros, et pour celles et ceux qui me connaissent très bien quelle relation j'ai avec les super-héros. Donc le droit a perdu cette sacralité dans mon esprit, en venant à me dire, finalement, les théories les plus radicales qui sont évoquées à la fin de votre ouvrage, que ce soit sur la désobéissance civile ou sur des écrits encore plus poussés, d'aucuns qui revendiquent une sorte d'écoterrorisme pleinement assumé. Et je me dis, mais finalement, est-ce que je ne me suis pas fait rouler en faisant du droit? Est-ce que finalement le droit a vraiment toutes les solutions? Et est-ce que finalement, ma façon d'enseigner le droit, ma façon de chercher, est-ce qu'elle est vraiment pertinente face à l'immédiateté des enjeux qui se présentent
à moi, en tant que citoyen, en tant qu'enseignant, et qui se présente également aux étudiants. Et donc, du coup, ma question, parce qu'il y a une question, c'est de savoir, vous, de votre point de vue, lorsque vous avez achevé la rédaction de cet ouvrage, quel a été votre sentiment? Est-ce que vous avez aussi connu une forme de résignation en se disant, bah, en ayant creusé le problème, je me rends compte que le droit n'est peut-être pas la solution à tout, ou en tout cas qu'il est opposé à des résistances qui l'empêcheront de se saisir pleinement, efficacement des problématiques auxquelles il se confronte, ou au contraire, est-ce que vous avez peut-être, je sais pas, choisi d'enseigner ou d'appréhender vos recherches de façon différente pour les mettre peut-être plus en axe avec les nouveaux enjeux qui se présentent au droit et de sortir un petit peu de la façon traditionnelle de faire et d'enseigner du droit? Est-ce que ça a provoqué un bouleversement, en fait? Alors, c'est plutôt en fait, en sens inverse. C'est parce que ça fait un certain temps que je réfléchis à ce qu'est enseigner le droit et faire de la recherche en droit, et que j'ai développé quelques idées qui m'ont amené à écrire ce livre. C'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre le droit en contexte, c'est-à-dire de voir comment, d'où viennent les normes, pourquoi les règles juridiques sont adoptées, à la suite de quel rapport de force elles sont adoptées, et ensuite de voir quels sont les effets qu'elles produisent, et effets qui eux-mêmes ont des conséquences qui peuvent conduire à des modifications de la règle du droit. Et donc, à la fin du livre, après avoir fini le livre, plus que jamais, je suis convaincue que le droit est un rapport de force. Le droit est l'expression d'un rapport de force, donc il est fragile en ce sens. Il n'est pas, les règles juridiques sont pas immuables, elles peuvent évoluer, ou elles devraient évoluer, mais elles ne le font pas. Mais en tout cas, c'est le produit d'un rapport de force. Mais là s'arrête ensuite mon analyse juridique, c'est-à-dire savoir comment ensuite s'inscrire dans le rapport de force pour contribuer à l'évolution de la règle. Je peux le faire en tant que citoyenne, je peux le faire en tant que militante, mais plus en tant qu'universitaire, chercheuse, juriste. Et donc, c'est pour ça que je ne donne pas de solution. C'est à chacun de chercher les siennes. Parce que les miennes n'ont pas plus de légitimité que celle d'un autre. Mais que le droit, en revanche, qu'il faille désacraliser le droit, c'est-à-dire qu'il faille cesser de voir le droit comme étant l'expression de valeurs communes, immuables, éternelles, ça me paraît très important. Et c'est aussi sacrément libérateur quand on fait on enseigne ou quand on écrit, et qu'on a fait tomber la statue du commandeur, et on voit que le droit, c'est le reflet. Ça traduit des rapports de force, ça traduit des confrontations idéologiques. Et donc voilà, c'est plutôt dans l'autre sens. Merci Diane Romand d'avoir été présente parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Et pour les étudiantes et étudiants, je vous rappelle bien entendu que, outre l'achat de cet ouvrage, comme le tien l'a rappelé, vous avez un colloque jeudi et vendredi. Donc, on vous attend et on vous voit jeudi. Bonne soirée. Merci beaucoup.